Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin. Les musées contraints de se débrouiller pour faire face à la crise. Voilà ce qui a retenu mon attention ce matin. C'est un grand jour pour le musée Rodin, situé en plein Paris, qui rouvre ses portes aujourd'hui même. Mais dans quelles conditions ? Ce musée est rentable. Il dégage chaque année un bénéfice de plus d'1 million d'euros. Sauf que la crise a vu ce bénéfice se transformer en lourde perte, alors que le musée Rodin, il faut le savoir, ne reçoit aucune subvention et doit donc s'autofinancer. Les visiteurs de Rodin sont à 75% étrangers, ce qui signifie que même ouvert, dans la conjoncture actuelle, il est impossible d'espérer faire des chiffres normaux. Il faut donc trouver d'autres recettes. Mesure brutale, ce musée a pris la décision de céder une partie de son patrimoine. Certains bronzes du sculpteur éponyme sont en train d'être vendus à des galeries d'art ou même des entreprises à travers le monde. C'est Mathilde Poignet qui a illustré mon propos ce matin, qu'elle soit largement remerciée. Le marché du podcast en pleine ébullition. Un an après son lancement en grande pompe, Mathieu Gallet, fondateur de la plateforme Magellan, revoit sa copie à partir d'aujourd'hui. Il est en plateau pour nous en parler ce matin. On parlera également des femmes entrepreneurs fragilisées par la crise et du programme piloté par Veuve Clicquot et lancé en sortie de confinement avec son PDG. Amélie Caudron, fondatrice de la plateforme Invoxia, y réagira tout en nous parlant de sa propre start-up qui vise le marché américain. Très bon réveil à tous. On commence tout de suite avec les 4 chiffres du jour avec vous, Olivia. Bonjour. Bonjour Capucine, bonjour à tous. Et on commence avec ce chiffre, 200 000 $. C'est le salaire d'un grand cabinet d'avocats américains que Resgardi a refusé. Resgardi, c'est une avocate kurde diplômée de Harvard qui a une cause à défendre. Que justice soit rendue aux familles yazidis enlevées, vendues et violées par des militants de Daesh dans son pays natal, l'Irak. Aujourd'hui, elle utilise son expertise pour recueillir des témoignages à proximité du lieu des atrocités. Son objectif, lier ces crimes à des individus et fournir des preuves pour engager des poursuites. Sans transition, on poursuit avec Amazon. Oui, avec ce second chiffre du jour, Capucine, 600 $, soit 529 €. C'est ce que dépense en moyenne un client sur Amazon par an. 1 400 $ pour les membres d'Amazon Prime. Et oui, Amazon n'est pas devenue une entreprise de plusieurs milliards de dollars par accident. La société est extrêmement douée pour convaincre les clients de dépenser leur argent. Mais comment fait-elle ? Une des réponses se trouve dans la livraison gratuite à partir de 25 $ d'achat. Pour atteindre ce minimum, il est très facile sur Amazon de trouver ce petit quelque chose de plus à rajouter à votre commande avec des sections comme produits fréquemment achetés ensemble où les clients ayant consulté cet article ont également regardé. En fait, Amazon collecte sans cesse des données sur ses utilisateurs, ce qui lui permet de vendre un plus grand nombre d'articles et compenser les pertes de la livraison gratuite. Et vous nous parlez également du financement des plateformes de streaming, Olivia. Exactement, Capucine. Financer l'obtention et la production de contenus appréciés, c'est l'un des objectifs des plateformes de streaming. Mais les abonnements des consommateurs risquent de ne pas suffire, selon les prévisions 2020 de Brian Weiser, spécialiste du marché de la publicité au sein de l'agence Groupe M. Il risque même de poser des problèmes de recettes d'ici à 2024. La solution, un outil marketing très répandu dans les films américains, le placement de produits. Pour exemple, sur une période de 60 jours après la sortie de la saison 3 de la série Stranger Things, Coca-Cola aurait engrangé 1 268 milliards de $. Microsoft, 309 millions de $ et H&M, 211,15 millions de $. Et on termine avec la montée en puissance des investissements, que ce soit au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Vous allez nous dire dans quel domaine ? Tout à fait, les investissements dans les startups du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord ont bondi de 35% au cours du premier semestre de l'année. Pourtant, mars et avril ont vu de fortes baisses de financement en raison des restrictions imposées pour freiner la propagation du coronavirus. Une des raisons qui explique ce bond est que de nombreuses transactions conclues au premier trimestre étaient déjà en cours de préparation. Merci beaucoup Olivia, on vous retrouve évidemment demain matin. On enchaîne tout de suite avec Smart Leader et Mathieu Gallet.
Bonjour Mathieu Gallet. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Vous avez lancé il y a 1 an pile votre plateforme de podcast qui s'appelle Magellan. Avant de rentrer dans le vif de l'interview, Magellan, ça a à voir avec l'explorateur. Oui, c'est un clin d'œil à l'explorateur parce que Magellan, qui a donc découvert le détroit il y a 500 ans. C'est le premier qui a fait le tour du monde, alors qu'il a, lui, il n'a pas fini, mais son équipe est rentrée et qui a réussi à faire ce tour parce qu'il a trouvé ce passage qui aujourd'hui s'appelle le détroit de Magellan et il est le premier à avoir trouvé ce chemin-là. Et nous, on est là pour aider à découvrir ces nouveaux territoires audio que sont les podcasts. Alors, est-ce que vous avez découvert le passage de la rentabilité de Magellan? C'est ce dont vous allez nous parler aujourd'hui, puisque vous lancez aujourd'hui même votre V2, la V2 de Magellan. On a pu lire sur votre site, Magellan se transforme, Magellan a trouvé sa voie. Sûrement donc rapport avec Fernand de Magellan. Vous étiez sur la mauvaise voie, la mauvaise trajectoire depuis 1 an, c'est ce que vous voulez dire? En fait, on a trouvé notre voie dans le sens où l'année dernière, on est parti sur une offre très large qui était freemium, comme on dit, à la fois une agrégation de contenu gratuit qu'on peut trouver sur d'autres applications libres, sur laquelle on ne gagnait pas d'argent, qui était du référencement de podcasts, et de l'autre côté, des créations originales faites dans les studios de Magellan qui, elles, étaient accessibles via un abonnement. En fait, on a gardé dans cette V2 qui est lancée aujourd'hui la seule partie exclusive, originale, accessible sur abonnement, avec 2 abonnements, un abonnement semestriel à 29,99 € et un abonnement au mois à 6,99 €. Comment expliquez-vous que vous ayez autant tâtonné, que vous tâtonniez encore autant aujourd'hui? C'est pas tâtonner, et puis de toute façon, je veux vous dire, une start-up, c'est assez rare que le premier coup soit la fin de l'histoire. Donc en fait, nous, on a eu tout un chemin au cours de cette année. Et ce qu'on a vu, c'est que tout simplement, ce qui crée le plus de stickiness, d'engagement de la part des auditeurs, c'était les contenus originaux. Ça tombe bien, c'est sur cela qu'on arrive à monétiser notre audience. Qu'est-ce que c'est un contenu original? Alors, un contenu original dans la nouvelle version de Magellan, ça va être une masterclass, par exemple, avec des grands noms du cinéma comme Michel Hazanavicius, le réalisateur de The Artist ou SS 117, avec la chef multi-étoilée Anne-Sophie Pic, avec aussi Franck Hanès, qui est à la fois entrepreneur de la presse au moment où tout le monde disait la presse écrite c'est fini. Il est venu ici pour nous parler de ce goût. Voilà, lancer le groupe SoPress. C'est aussi des formats d'apprentissage avec des formats qu'on appelle How To. Par exemple, expliquer quel est le métier de galeriste. C'est quoi une galerie d'art? Quelles sont les différentes fonctions d'un galeriste? Et on a Magda Danis qui est mais qui était là aussi sur notre plateau il y a décidément, je ne le savais pas. C'est dingue, mais ici, voilà. Vous savez, on a les meilleurs. Hein. Vous voyez, chez Magellan aussi, on a les entrepreneurs qui font aujourd'hui le monde de l'audio. Les entrepreneurs, c'est très intéressant. Vous aviez déjà dans la V1 des journalistes un peu glamour, Laurence Ferrari, Muriel Mayette, qui n'est pas une journaliste, mais qui est quand même un grand nom. Grande directrice de théâtre. Oui. De théâtre. Est-ce que ce côté glamour, un peu people, entre guillemets, il est nécessaire pour que le podcast fonctionne aujourd'hui? On a besoin à la fois de talents connus et reconnus, avec une forte notoriété, qui va amener un public qui n'a pas aujourd'hui l'habitude d'écouter des podcasts à venir au podcast. Et puis on a aussi des rising stars, des nouveaux talents. Je pense à Aurélie Jean, qui est une spécialiste des algorithmes, qui rejoint aussi l'équipe Magellan. Alors Mathieu Gallet, vous avez levé 10 millions d'euros il y a 1 an, ce qui est absolument colossal sur ce marché. Ils vous ont servi à quoi ces 10 millions? Magellan, c'est à la fois une plateforme technologique, puisque toute la technologie est propriétaire, et donc a financé toute cette plateforme, mais aussi c'est un studio de production, et donc nous avons développé notre propre catalogue de propriété intellectuelle, d'IPs. Donc aujourd'hui, Magellan, c'est à la fois la valeur technologique et la valeur du catalogue de propriété intellectuelle. Alors le business model, ce sont donc 2 offres, 6,99 € par mois ou 30 € pour 6 mois. Pas de publicité, ce qui est pourtant un modèle qui est utilisé par certains de vos concurrents. Je pense à Louis Média, par exemple. Alors, c'est un modèle qui est utilisé par d'autres concurrents. Je pense à Spotify, puisque Magellan n'est pas vraiment un concurrent de Louis Média avec qui nous travaillons, qui est un studio. Nous sommes une plateforme. Donc effectivement, aujourd'hui sur Spotify, les podcasts sont dans la partie gratuite de Spotify, monétisés par de la publicité. Nous avons fait le choix, à la Netflix, d'être sur une plateforme qui distribue des contenus originaux sans publicité. C'est quoi la bonne trajectoire
pour être rentable aujourd'hui sur le marché du podcast? Vous bonne- avez eu le temps de l'analyser en 12 La bonne mois. trajectoire, c'est probablement les prochaines étapes, c'est-à-dire une internationalisation, puisque on est deux entrepreneurs français avec Arthur Perticoz, mon associé, mais notre volonté, c'est très vite de partir à l'international. Je pense que c'est souvent ce qui a manqué à des entrepreneurs français, c'est de trop penser sur le marché français, qui est un très beau marché, mais qui ne suffit pas dans le monde du digital. Aujourd'hui, la bataille se fait de façon au moins continentale. Ça veut dire que les podcasts de Franck Hanès, ils vont être traduits en anglais? Ça veut dire Comment que est-ce que vous tout allez le faire? développement effectivement de nos contenus, de nos formats, on va pouvoir les adapter dans d'autres langues, avec bien sûr de nouveaux talents qui, eux, seront des talents locaux le jour où nous serons partis à l'international. Alors, le marché du podcast, il est encore un peu balbutiant. Évidemment, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer, vous, sur le marché, alors que vous avez dirigé quand même une maison comme Radio France? Ça veut dire que... Justement, c'est le succès des podcasts à Radio France. Moi, quand je suis arrivé en 2014, il y avait 15 millions de podcasts de Radio France écoutés par mois. Quand je suis parti en 2018, il y en avait 75 millions. Donc, c'est vraiment un usage qui a explosé. J'ai vu ce qui se faisait aux États-Unis aussi, de plus en plus de succès. Et puis, voilà, cette idée d'avoir une plateforme qui distribue, qui crée ses propres contenus, donc qui crée de la valeur à la fois par sa technologie et par sa création originale, c'est vrai que c'est pour moi une suite un peu logique. Alors, même si passer d'un gros paquebot comme Radio France à une start-up comme Magellan, c'est vraiment un changement de dimension. Mais ce que j'apprécie aujourd'hui le plus, c'est probablement la réactivité, l'agilité de la c'est ce que start-up. j'allais vous dire. Ça veut dire que la radio, dans quelques années, n'aura plus de raison d'être? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet. Je reparle de Spotify qui va faire de vraies concurrences aux radios commerciales, puisque je le disais, Spotify a décidé de monétiser par la publicité, donc en accès gratuit, ces podcasts. C'est un vrai sujet, un vrai danger pour les radios, puisque Spotify connaît très bien tous ses utilisateurs grâce aux données. Les radios ne sont pas des plateformes et manquent de connaissances fines de leurs utilisateurs à cause des données. Et donc moi, je pense que Spotify peut être à la radio ce que Netflix est en train de devenir pour les télévisions. Parlez-nous de la croissance du nombre de vos abonnés. Vous dites avoir 30% de croissance du nombre d'abonnés. On ne sait pas d'où ça part et où ça va. Quand on part de zéro, forcément c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais 30% tout au long de l'année, la première année d'existence de Magellan, c'est un beau chiffre. On a fait en plus une opération pendant le confinement de gratuité, où pendant un mois, l'accès à Magellan était 100% gratuit. Ça nous a permis d'attirer aussi un nouveau public. Et là, on va avoir des abonnés qui vont venir pour d'autres raisons, puisqu'on est sur un positionnement des voix inspirantes. C'est le sous-titre de Magellan. Donc on est quelque part dans une approche qui est presque éducative. Comment est-ce que vous les conservez, ces abonnés du confinement, à qui vous avez offert ce mois gratuit? Il y a beaucoup d'entreprises qui ont offert des mois gratuits, mais qui n'arrivent pas à conserver. Ça, c'est tout le sujet, effectivement, clients. pour les plateformes. C'est le churn, c'est le taux de désabonnement, avec une politique d'adressage de nouveaux contenus très réguliers. C'est-à-dire qu'on va avoir au lancement une vingtaine de contenus originaux, 45 heures de programme, et toutes les semaines, vous allez avoir des nouveautés sur Magellan, autour de entre 6 et 8 par mois. Et donc, c'est avec ces nouveautés qu'on va pouvoir espérer, en tout cas tout faire pour gagner des abonnés et garder nos abonnés. Vous avez dirigé la Maison Radio France, on l'a dit, donc vous avez dirigé des journalistes. Le podcast, c'est du journalisme ou c'est un outil marketing? Le podcast, c'est un espace de liberté, c'est ce que j'explique dans mon livre, Le nouveau pouvoir de la voix. C'est un espace de liberté pour toutes les communautés qui aujourd'hui ont du mal à communiquer dans les grands médias, dans les médias mainstream. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de podcasts féministes. Je pense à La Poudre, par exemple, de Lorraine Bastide. Je pense à Kif Taras de Rokhaya Diallo, plutôt sur les questions raciales. Donc c'est un outil qui est très démocratique. Il y a des journalistes, mais il y a aussi d'autres talents qui s'expriment grâce au podcast. Et nous, on est là pour apporter des voix de passeurs, des voix qui vont inspirer nos auditeurs, qui vont leur donner à la fois des clés de compréhension et des clés aussi d'action, puisque le but, c'est qu'à la fin de l'écoute de nos programmes, il puisse y avoir un impact sur ce que les auditeurs ont écouté pour concrètement, dans leur vie, changer un certain nombre de choses. Mais comment est-ce que vous mesurez cet impact ? Ça, on le verra au fur et à mesure des années, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est le taux de fidélité des utilisateurs. Par exemple, sur Magellan, on a 90% des abonnés qui ont commencé un épisode, qui terminent le dernier épisode de nos séries, puisque c'est une des spécificités de Magellan, c'est que nous faisons des contenus en plusieurs épisodes, entre 4 et 6, et vous verrez dans la nouvelle version de Magellan, qui est live désormais,
on voit cette progression entre le premier et le 6e épisode. Ça veut dire qu'au fond, on a intéressé au début et on a gardé l'attention de nos utilisateurs. Vous parliez d'une internationalisation probable tout à l'heure. Est-ce que vous inspirez également de ce qui se fait à l'étranger et quels sont les pays qui sont les plus en avance sur ce marché? On regarde ce qui se fait à l'étranger. C'est vrai qu'en Europe, on n'est pas très nombreux. On a une application concurrente et avec laquelle on a en même temps de vrais échanges qui s'appelle Podimo, qui est une application danoise qui est lancée au Danemark et en Allemagne. Et en France, on est quelques-uns à être sur ce marché. En un an, on voit que chacun a trouvé son chemin, a trouvé sa voie, a trouvé sa place sur ce marché très dynamique de l'audio. Est-ce que vous ne produisez que pour des particuliers ou est-ce que vous produisez également pour des entreprises en marque blanche? On ne produit que du contenu B2C pour le grand public. Il y a beaucoup aujourd'hui de studios qui font de la marque blanche. Vous avez cité Louis Média, on peut parler de Binge Audio, on peut parler de Nouvelles Écoutes ou de Bababam. Nous ne sommes pas en concurrence, on est plutôt en partenariat avec ces studios à qui on peut aussi commander un certain nombre de productions. Et vous pourriez justement faire évoluer votre business model pour non, que c'est notre un business gros moteur model pour Louis Média, vraiment justement. reste nous sur l'abonnement et que l'abonnement. Dernière question, Mathieu Gallet. Quels ont été les sujets qui ont été les plus écoutés pendant le confinement? Est-ce que vous sentez émerger des thématiques sociétales? Vous parliez d'impact tout à l'heure. Oui. Changer le monde peut partir aussi d'une écoute de podcast? Oui, on a constaté pendant le confinement, alors tout ce qui était lié au développement de soi, tout ce qui était lié à la santé, évidemment, tout ce qui était lié à l'éducation des enfants. On voit que c'est des sujets qui ont beaucoup intéressé. Et au fond, le positionnement de Magellan V2, on l'a décidé il y a plus de 6 mois, mais je pense que cette quête de sens, aujourd'hui, ce besoin d'entendre des voix qui vous inspirent de par leur parcours, de par leur expérience, c'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui. Merci Mathieu Gallet, fondateur de Magellan. Merci d'être venu sur ce plateau. On enchaîne tout de suite avec Smart Tomorrow. Restez avec nous. Smart Tomorrow et les petits cracks avec vous, Chiara De Andréis, bonjour. Bonjour et bienvenue. On va parler d'un entrepreneur américain avec vous. Également sur ce plateau, Jean-Marc Gallo, président de Veuve Clicquot. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et Amélie Caudron, CEO d'Invoxia. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Chiara De Andréis, on s'envole vers les États-Unis avec vous et on parle précisément on part dans le Missouri, un des premiers États américains à avoir lancé le mouvement Black Lives Matter. C'était, vous le savez, en 2013. Et vous nous parlez d'un jeune issu d'une famille afro-américaine plutôt modeste qui est aujourd'hui, c'est là le plus étonnant, un des adolescents les plus riches du monde, c'est bien ça? Exactement, il s'appelle Jalen Blaisdeau et il est aujourd'hui un adolescent milliardaire. Il a créé à 15 ans à peine Blaisdeau Technologies, une entreprise de services informatiques. Aujourd'hui, il a 21 ans. Son entreprise est devenue un groupe entier de médias et de communication qui vient de lever plus de 175 millions de dollars. Alors si ce qu'il a créé est assez impressionnant, sachez que son histoire est encore plus dingue puisqu'il est complètement autodidacte. Il a appris à coder à peine 11 ans. Il a commencé à proposer ses premières missions de conseil à 13 ans jusqu'au jour où il est repéré par Scott Schnunk, un CEO d'une grande chaîne de supermarchés américaine qui le prend sous son aile. 2 ans plus tard, à 15 ans à peine, il est déjà à la tête d'une entreprise de plus de 150 personnes. Alors voilà, c'est vraiment très impressionnant ce qu'il a construit. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, son entreprise est divisée en plusieurs filiales, notamment un cabinet de conseil en stratégie marketing digital, un fonds d'investissement. Plus concrètement, il offre du conseil en gestion à des grandes entreprises américaines, plus de 1500 dans le monde entier aujourd'hui. Est-ce que vous diriez, Chiara, que sa réussite, elle a un effet boule de neige auprès d'autres jeunes aux États-Unis, sur le territoire américain? Alors oui, il est très engagé. Il a même créé aujourd'hui ce qu'on appelle la Young Entrepreneur University. C'est un ensemble de programmes qui a pour objectif d'aider les jeunes les plus démunis, les jeunes issus de minorités, à faire un premier pas dans le monde de l'entrepreneuriat. Et on peut dire en fait qu'il fait de l'égalité des chances son combat. Et pour cela, il est une sorte aujourd'hui de Greta Thunberg de l'entrepreneuriat aux États-Unis. Il est devenu une véritable figure de référence. Et d'ailleurs, il peut être très fier de ce qu'il a entrepris puisqu'il fait partie aujourd'hui des 100 entrepreneurs afro-américains les plus influents du monde, aux côtés de Barack Obama, de Oprah Winfrey et même de Beyoncé.
Merci beaucoup, Chiara, pour cette chronique. Vous avez l'art de nous dénicher des talents à travers le monde. Vous revenez évidemment la semaine prochaine, mais vous restez avec nous pour les interviews qui suivent avec vous, Jean-Marc Gallo, je le disais, président de Veuve Clicquot. Vous n'êtes pas là pour nous parler champagne, même si on va en dire deux mots. Vous êtes là pour nous parler d'un programme que vous avez créé pendant le confinement, que vous avez fait éclore en sortie de confinement, puisque c'était le 14 mai, un programme d'aide aux femmes entrepreneurs, parce que ce sont elles qui sont les plus touchées par la crise. Oui, exactement. Il se trouve qu'on avait fait l'année dernière un baromètre international pour mesurer l'entrepreneuriat féminin et on avait vu que les biais sociaux ou sociétaux faisaient que les femmes avaient plus de difficultés à entreprendre que les hommes. Et pendant la crise du Covid-19, il est apparu que cet écart s'était agrandi et que donc il était encore plus difficile de pouvoir mener au quotidien une vie d'entrepreneur au féminin. C'est une difficulté à entreprendre ou c'est une fragilité à cause de la crise? Il se trouve que dans les schémas que nous avons, il y a quand même des réflexes qui font que quand on a une femme en face de soi, trop souvent encore, et en France de manière très forte, encore plus que dans les pays anglo-saxons, et que les femmes n'ont pas toujours les réponses qu'elles voudraient avoir. Donc comme nous avions rencontré Tatiana Jama et Céline Lazorte qui avaient créé le collectif Sista, donc un collectif qui alerte sur la question du financement des femmes dans la tech, absolument, absolument, dans la tech, mais plus largement que ça, elles ont cette espèce de rôle bienveillant d'aider les femmes à entreprendre. Eh bien, nous avons dit qu'on ne pouvait pas rester sans réagir pendant la crise. Et donc, en quelques jours, on a décidé de créer Sista Bold, qui permet à des femmes entrepreneurs de pouvoir avoir des conseils bienveillants avec 100 mentors qui sont engagés chacun à faire plus de 10 heures de mentorat. Donc plus de 1000 heures de mentoring qui sont prévues dans les prochains mois et peut-être pour l'année qui vient. Donc là, ça a déjà commencé. Alors ça a déjà commencé. Nous avons donc les 100 mentors qui sont alignés, prêts pour aider et qui ont promis au total 2000 heures. Et nous avons déjà eu plus de 300 personnes, 300 femmes qui ont donc créé leur entreprise depuis au moins un an, qui sont venues nous voir pour avoir des conseils dans le juridique, en finance, en RH ou en management, ou tout élément qui est la vie au quotidien d'une femme entrepreneur. Quand on est femme entrepreneur pendant la crise, qu'est-ce qui émerge? Quels sont les problèmes qui émergent? Peut-être que vous en avez rencontré des problèmes. Qu'est-ce que vous avez vu émerger pendant la crise? Effectivement, qui dit crise dit problème de financement avant tout. Et effectivement, c'est un problème qui est assez avéré que statistiquement, les femmes ont plus de mal à lever des fonds. Donc un système de mentorat peut être assez nécessaire. Donc là, concrètement, je suis une femme, j'ai créé mon entreprise, mais j'ai besoin de lever des fonds pendant la crise. Mon mentor peut m'aider? Absolument, parce que avec les relations que nous avons, à la fois, bien sûr, avec le collectif Sista, mais aussi nous-mêmes et tous les mentors qui se sont réunis, puisque je vous rappelle qu'on a fait appel aussi à nos femmes d'affaires, puisqu'on a presque 50 ans d'histoire de femmes d'affaires en France, et des personnes comme Nathalie Bala de La Redoute ou Christelle Gimaret, qui est notre actuelle femme d'affaires, qui avait créé cette société de ménage Artupox. Eh bien, ce sont des femmes qui ont un talent pour trouver des financements et aussi pour savoir parler aux banquiers pour pouvoir avoir les prêts et les aides dont elles ont besoin. Comment est-ce que vous pouvez mesurer l'efficacité de ces heures de mentorat? Écoutez, il se trouve qu'on développe une relation absolument incroyable. Moi-même, j'ai eu déjà mon heure de mentoring et en fait, cette heure s'est transformée en 3 relations que j'ai pu vous n'êtes pas donner. Une femme? Et pas du tout, mais c'était une jeune femme qui venait de créer une société de cosmétiques. Ah, vous l'avez aidée, pardon. Je l'ai aidée Okay. et j'ai eu cet échange avec elle et j'ai pensé aux personnes que je connaissais pour pouvoir l'aider. D'accord. Quel type de problème est-ce qu'elle rencontrait? Alors, elle avait un problème assez important qui était la notion de management de ses équipes, puisque quand on a l'habitude de les avoir au quotidien dans un espace collectif, eh bien c'est une chose, mais le télétravail a été pour beaucoup de personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, dans les mois qui se sont écoulés, une vraie difficulté de comment est-ce qu'on gardait le contact, comment est-ce qu'on avait l'engagement et comment on pouvait poursuivre au moment où on est justement dans la partie de création qui fait que ça tient à très peu de choses. Et ce très peu de choses, c'est fragile et il fallait aider ces femmes entrepreneurs. Ça peut être 1 heure ou 2 ou 3, mais est-ce que vous pensez réellement qu'on peut retourner une entreprise ou la sauver en 1 heure? Alors, sincèrement. En 1 heure, certainement pas. Mais cette heure, je pense que d'abord, elle permet de regonfler sa self-esteem qui est si important pour pouvoir travailler. Et puis ensuite, c'est des mises en relation. Comme je vous l'indiquais, ça n'est pas cette heure seulement, mais c'est aussi la possibilité d'entrer en contact avec des personnes qui ont cette compétence de vous aider parce qu'elles sont passées par là aussi. Et je pense que peut-être que même dans le cadre de votre entreprise, il y a peut-être des cas
des expériences qui permettent peut-être de pouvoir rebondir et pouvoir écrire un avenir meilleur. Jean-Marc Gallo, comment est-ce qu'on reste dans l'audace et ne pas tomber, comment faire pour rester dans l'audace et ne pas tomber dans l'assistanat? L'audace, en fait, c'est de savoir inventer tous les jours quelque chose de différent. Je vois que votre nouvelle chaîne, d'ailleurs je vous félicite, c'est la chaîne des audacieux. Madame Clicquot, en 1805, elle avait 27 ans. C'est peut-être la première femme chef d'entreprise. Tout le monde pensait qu'elle n'y arriverait pas. Son beau-père a tout fait pour la décourager. Et ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a inventé les ventes à l'international. C'est ça l'audace. C'est quand il y a un marché qui ne suffit pas, on va ailleurs. Ou quand un marché est limité, on invente des nouveaux produits. Elle avait inventé à l'époque les millésimes. Donc je crois qu'en fait, l'idée, c'est de toujours être dans cette curiosité et cette capacité d'entreprendre. Et ça, c'est pas de l'assistanat, c'est de l'audace. Amélie, vous êtes une femme. Est-ce que vous avez le sentiment que les femmes sont plus vulnérables en période de crise? Est-ce qu'elles ont vécu cette crise différemment? Vous avez 35 salariés. Comment ont vécu cette crise les femmes en interne? Alors, je ne sais pas s'il y avait des spécificités sur les femmes. Effectivement, il y avait quand même des problématiques de management, d'esprit d'équipe. Et je pense qu'il y a une chose qui est très importante, c'est aussi que c'était un moment un peu où il fallait prendre des décisions très rapidement, où les choses bougeaient beaucoup, où les entreprises doivent passer un peu en mode survie, etc. Donc c'est vrai que prendre une heure pour discuter des problèmes de fond, ça permet aussi de prendre un peu de hauteur. Un peu de recul, ouais. Comment pérenniser un programme comme celui-là pour qui s'inscrive vraiment dans la durée? Vous y pensez, j'imagine? C'est une très bonne question. Je dois dire qu'on en a parlé avec Tatiana et Céline Lazorte et que nous avons l'ambition de pouvoir avoir ce programme pour l'année qui vient. Et nous espérons non seulement pouvoir prolonger ce programme pour plus longtemps, mais aussi lui donner un côté plus international, parce que nous pensons que pour beaucoup d'entreprises dont nous parlons, il y a ce développement international qui est crucial. Et nous visons, si possible, de pouvoir le développer en Angleterre et aux États-Unis dans un proche futur. Donc vous voulez dire qu'il pourrait y avoir des mentors en Angleterre? Absolument. Pour aider des entreprises françaises à se développer dans ces pays? Tout à fait. Oui, tout donc à fait. Des relais de croissance dans ces pays-là, en fait. Exactement. Je dois dire que de ce point de vue-là, les pays anglo-saxons ont une notion de collaboration et d'aide qui est peut-être plus dans leur mode de fonctionnement que nous en France. Et donc, il est toujours intéressant d'apprendre à l'extérieur. Et donc, l'Angleterre et les États-Unis sont effectivement sur la liste pour le développement. Alors, ce dispositif vous a bien occupé pendant le confinement. J'aimerais juste, avant de passer à Amélie, qu'on parle du champagne, de Veuve Clicquot. Comment est-ce qu'on tient la barre d'une entreprise comme celle-là quand les restaurants sont fermés et que les gens ne consomment plus, que ce soit en Chine, au Japon, aux États-Unis, parce qu'on n'a pas forcément le cœur à boire du champagne? Vous avez tout à fait raison. D'abord, tous nos partenaires, tous les clients, les restaurants, les hôtels et les bars étaient fermés, donc c'était zéro vente pendant presque 3 mois, donc très difficile. Il se trouve qu'on a la chance d'être une maison qui a presque 250 ans, qu'on fait partie d'un grand groupe qui a les épaules solides, mais c'est vrai qu'en Champagne, il y a une vraie préoccupation sur cette année, et on a la chance que ce soit arrivé. Vous êtes inquiet ? J'étais inquiet il y a quelques semaines, mais je dois dire qu'on a quelques signes de reprise en Europe avec la réouverture des restaurants et des bars. Il semblerait que les personnes fêtent ça avec du champagne. Et puis surtout, l'activité du champagne, c'est la deuxième partie de l'année qui fait plus des 2/3 des ventes. Donc on a devant nous l'espoir, sous réserve que bien sûr ce Covid-19 s'arrête aussi vite que possible, de finir sur une année qui sera difficile, mais qui sera peut-être moins catastrophique qu'on l'a eu au mois d'avril et au mois de mai. Merci beaucoup Jean-Marc Gallo. Vous restez avec nous. Ça vous est certainement arrivé de perdre vos clés, votre scooter, de vous faire voler votre scooter ou votre vélo. Eh bien, le tracker d'Invoxia, dont va nous parler Amélie Caudron tout de suite, permet de retrouver tous ces objets du quotidien auxquels on tient beaucoup en temps record grâce à un tracker GPS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement? Vous les avez en plus. Je les ai apportés. Donc Invoxia développe une gamme de trackers GPS qui sont autonomes et intelligents. Donc je vais commencer par aujourd'hui notre best-seller qui se glisse donc dans la boîte à gants ou dans un coffre de scooter et qui sert à les protéger contre le vol. Voilà. Donc en fait vous les cachez. Voilà, c'est très léger et discret, c'est très compact. Et l'idée, c'est que ce soit vraiment très simple d'utilisation. Donc, on le glisse dans la boîte à gants et après, on l'oublie pendant plusieurs mois. Et le tracker va, de manière complètement autonome, envoyer sa position quand le véhicule est en mouvement et alerter en cas de mouvement suspect. Donc, ça a permis à de nombreux utilisateurs, par exemple, de récupérer leur véhicule avant qu'il se fasse voler, ou ça a permis à la police d'intervenir dans vraiment d'assez nombreux cas pour récupérer le véhicule. Alors, vous avez ce tracker, vous avez aussi le pet tracker pour les animaux domestiques, c'est ça? Vous l'avez aussi?
Le pet tracker, donc, il se glisse sur le collier pour les chats ou les chiens. Et donc l'idée, c'est qu'il y a des chiens de race fugueuse ou des chats qui se promènent sans surveillance. Et là, ça va permettre non seulement de le géolocaliser, mais on a fait tout un travail aussi avec du deep learning, donc de l'intelligence artificielle, pour apprendre à reconnaître l'activité animale avec des choses assez poussées comme on reconnaît l'aboiement, on reconnaît le grattage, on reconnaît si l'animal a mangé ou a bu. On pourrait l'imaginer sur des humains. Il y a des personnes, on sait qu'on a des neurologues qui recommandent le tracker pour Alzheimer. Et en fait, ce qui est assez intéressant avec ce produit, c'est qu'avec un même produit, on adresse vraiment énormément de cas d'usage différents. En fait, on découvre tout ce qui peut se faire voler ou qui se perd. Et le marché est colossal. Le marché est énorme. Alors, on peut imaginer que dans un futur lointain, tous les véhicules seront connectés de manière autonome. Mais là, l'idée, ça va être tous les sacs, on a un gros axe de croissance en B2B aujourd'hui. On va aider des apiculteurs qui se font voler leurs ruches. On va aider des artisans qui se font voler. En fait, les vols sur chantier sont un vrai fléau. Donc, le moindre bout de câble qui dépasse ou le moindre engin de chantier qui reste un peu sans surveillance se fait voler et les empêche de faire leur travail correctement. Vous avez aussi développé un tracker pendant le confinement qui permet de respecter la distanciation sociale, c'est ça? Voilà, ça c'était en partenariat avec un grand groupe du CAC 40, donc on n'a pas le droit de révéler le nom. L'idée c'était d'accompagner la reprise économique et sans avoir à choisir entre reprise économique et sécurité des employés. Donc en fait on a prototypé en quelques semaines à peine à partir de ce tracker-là. En fait on l'a transformé en balise qui se met à biper quand on se rapproche trop d'une personne. Est-ce que vous travaillez déjà avec des marques de scooters ou de vélos? Alors on travaille avec des marques de vélos, on travaille avec des assurances et on vend quand même principalement en B2C, mais on voit qu'il y a de l'intérêt pour des boîtes qui veulent connecter directement leurs avant objets. De les vendre. Donc ils les intègrent avant de les vendre. Voilà. Un mot de votre business model. Donc on achète le produit et ensuite on paye un abonnement. C'est ça, tous les mois, tous les ans. Sur la partie grand public, justement, l'idée c'était de se distinguer des solutions existantes. Parce qu'il y en a beaucoup. Le marché, il est très large, très atomisé, avec des produits d'entrée de gamme chinois qui valent pas grand-chose. C'est ça. Voilà, mais qui souvent en fait utilisent des technologies cellulaires, ce qui fait que à la fois en fait on doit payer un abonnement qui va être de l'ordre de entre 5 et 20 euros par mois. Et l'autonomie de batterie va durer entre 2 et 5 jours. Donc en fait, même en termes de discrétion, il faut quand même sortir le tracker, aller le charger, le remettre. Et pendant ce temps, on risque de se faire voler son scooter. Nous, on utilise des technologies un peu nouvelles. On utilise Sigfox et LoRa, qui sont des nouveaux réseaux qui sont dédiés aux objets connectés et qui permettent d'obtenir une autonomie de plusieurs mois. Et on vend le tracker aujourd'hui avec 3 ans d'abonnement inclus. D'accord, donc le tracker, c'est à peu près 100-150 euros? Alors ça va dépendre, c'est entre 99 euros et 149 euros. D'accord. Et ensuite, en B2B, donc là, on vend en plus l'accès à une plateforme SaaS qui permet de gérer ces trackers, de paramétrer des alertes, de paramétrer des reportings pour avoir des données d'usage sur un parc de véhicules et autres. Vous avez une dizaine d'années d'existence. Oui. Combien de trackers est-ce que vous avez vendu? Quelle est la croissance et un mot de votre chiffre d'affaires qu'on ne m'a pas donné en fait? Oui, alors on ne donne pas ces éléments. On va pouvoir le calculer si vous me donnez le nombre de trackers que vous avez vendus. On ne donne pas non plus ces éléments. Ah d'accord. Donc l'entreprise a atteint l'équilibre opérationnel l'année dernière pour la première fois et fait de la croissance cette année. On a eu un petit peu peur pendant la crise puisque au début de l'année, on a été affecté avec toutes les chaînes d'approvisionnement puisque les trackers sont développés en France mais produits en Chine. Et ensuite, pendant le Covid, le problème s'est déplacé en Europe et on a eu un problème de demande avec Amazon notamment, qui est un de nos canaux de vente principaux qui a fermé. Mais finalement, on espère atteindre, enfin là, on constate une très grosse reprise post-Covid et on espère atteindre quand même nos objectifs. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Marc Gallo? Vous pourriez mettre des trackers sur vos plus grosses bouteilles de champagne? J'étais en train de penser à ça, alors peut-être sur les très grosses ou alors les cuvées de prestige, mais c'est vrai que c'est une information fascinante de pouvoir suivre un produit. Donc, qui sait, peut-être dans le monde du champagne bientôt. Alors, il y a une course à l'innovation qui est, on l'a dit, fulgurante, puisque le marché se développe est vraiment en ébullition. Une course à la miniaturisation aussi, pour que le tracker soit le mieux caché possible. Oui. Qui sont vos principaux concurrents et quelles sont les coulisses d'une entreprise comme la vôtre? Comment est-ce que vous réussissez à avoir toujours un temps d'avance sur ce qui se fait, et notamment en Asie?
Alors, donc, le marché est très morcelé, puisque comme on adresse différents segments, on va avoir des concurrents sur la partie animale pure, des concurrents sur la partie véhicule, mais qui sont principalement cellulaires. Aujourd'hui, on a un temps d'avance et on fait de la R&D en permanence. Il faut savoir que chez Invoxia, on a 2 activités principales. En plus de ces trackers GPS, on a le Invoxia Innovation Lab qui accompagne des grands groupes dans leur démarche d'innovation. Donc, on développe des objets connectés intelligents pour la R&D de groupes comme Richemont, Verisure ou BIC. On a annoncé quelque chose avec BIC en janvier au CES. Et ça nous permet aussi de financer des projets de R&D purs et plus long terme au niveau de l'entreprise, sachant qu'on développe absolument tout en interne. Le CES, vous y êtes présent tous les ans. Oui. C'est important pour vous, cette présence aux États-Unis. Et là, vous vous lancez donc ce mois-ci aux États-Unis. Pourtant, la concurrence doit être très, très forte aux États-Unis. Alors la concurrence est très forte, mais on profite encore une fois, on a un petit temps d'avance. On est parmi les premiers fournisseurs de trackers à sortir un tracker qui utilise une nouvelle technologie qui est ce qu'on appelle le LTEM, qui fonctionne en 4G et qui fonctionnera en 5G aussi. Et là, les réseaux viennent d'être déployés aux États-Unis et donc on est parmi les premiers à proposer un tracker qui aura encore une fois un coût intéressant et une autonomie qui ne nécessite pas de le recharger tous les jours ou tous les 2 jours. Merci beaucoup à tous les 3, Jean-Marc Gallo, patron de Veuve Clicquot, Amélie Caudron, CEO d'Invoxia, et vous, Chiara De Andréis. Merci beaucoup pour cette chronique et on marque une petite pause, on se retrouve après pour Smart Fresh. On enchaîne avec nos 2 dernières séquences ce matin avec Louise Emerlet, productrice du podcast Travail en cours chez Louis Média. Bonjour et bienvenue. Et vous, Clément Goers, vous êtes le CEO de Synapse Médecine. On va parler de la médication intelligence avec vous allez tout nous raconter. Mais avant tout, Louise, vous nous parlez de votre prochain podcast qui sort donc ce jeudi, Travail en cours, sur la plateforme Louis Média. Et vous avez enquêté sur le besoin de déconnexion et de silence d'un organe qui s'appelle le cerveau. Exactement. Alors, pourquoi le cerveau a-t-il besoin de silence ? Le cerveau a besoin de silence pour se régénérer. Dans le prochain épisode de Travail en cours, on a interrogé le neuroscientifique Michel Levan-Cuyen, qui est chercheur à l'INSERM et qui est auteur d'un livre qui s'appelle « Cerveau et silence ». En fait, généralement, les scientifiques s'intéressent au cerveau et l'étudie quand il est en activité, pour étudier sa performance. Mais Michel Levan-Cuyen, il s'est intéressé au silence à cause d'une expérience personnelle. En fait, un matin, il s'est réveillé avec une paralysie faciale. Il pensait qu'il était en train de faire un AVC. Et une fois arrivé à l'hôpital, on lui a dit qu'en fait, c'était une réaction provoquée par du surmenage. Donc on lui a prescrit du repos. Et comme il était paralysé du visage, il ne pouvait plus parler. Donc c'était en même temps une cure de silence. Et il a observé les bénéfices que ça avait sur lui et il a étudié scientifiquement quels effets sur le cerveau. Alors quand je dis que ça permet au cerveau de se régénérer, c'est qu'en fait le silence permet au cerveau de recréer des neurones. Donc pendant longtemps, on a pensé que dans le cerveau, il y avait un stock de neurones limité et qu'une fois arrivé l'âge adulte, ça ne faisait que décroître. Et en fait, il y a certaines conditions dans lesquelles on observe la création de nouveaux neurones et c'est notamment le cas dans le silence total. Et après, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir un cerveau qui se régénère pour cultiver l'audace et pour être efficace dans son travail ? Oui, donc déjà pour éviter des situations de surmenage où en fait notre cerveau est assailli en permanence par toutes sortes de stimulations extérieures. Et quand on parle de bruit, c'est pas uniquement le bruit auditif en fait. C'est aussi, quand on parle de silence, on parle de silence corporel, le fait d'être immobile, ou de silence attentionnel. Aujourd'hui, dans nos espaces de travail, on est bombardé en permanence par des interruptions, des notifications qui sont peut-être silencieuses, mais qui en fait, pour notre cerveau, c'est du bruit. Alors, rapidement, comment est-ce qu'on met son cerveau au repos dans un espace de travail, quand on travaille tous les jours dans une entreprise ? Alors, c'est vrai que c'est très compliqué. Et notamment, là, bientôt les vacances d'été arrivent pour certains salariés. Et même pendant les vacances, on sait que c'est très compliqué pour les salariés de se déconnecter complètement. En réalité, il y en a même une majorité qui envoie des emails professionnels pendant leur congé. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal en tant qu'humain à ne rien faire et à déconnecter du travail. Le droit à la déconnexion dans les entreprises, c'est un droit depuis 2017.
Mais dans les faits, il y a très peu d'entreprises privées qui mettent en place des règles pour mettre en œuvre vraiment dans la pratique ces déconnexions. Et beaucoup de salariés continuent à travailler pendant leur congé parce qu'ils ont l'impression que tout le monde autour d'eux le fait également. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire du point de vue de la culture de l'entreprise pour vraiment favoriser cette déconnexion et cette coupure qui est très bénéfique et nécessaire pour le cerveau. Merci Louise, vous restez évidemment avec nous. Clément Unger, ça vous parle, tout ce qu'on vient de dire? Pas besoin de médicaments pour déconnecter le cerveau? Ça me parle à double titre, ça me parle en tant que chef d'entreprise. Surmené? J'essaye de ne pas l'être. Et justement, moi, je ne travaille pas les soirs et les week-ends. Et je le fais savoir à tous mes collaborateurs. Et je leur dis qu'ils ne sont pas censés travailler les soirs et les week-ends. Et puis, ça me parle en tant que médecin. Parce que quand je travaillais à l'hôpital, je me souviens d'avoir vu une étude où on voyait qu'en temps moyen, un professionnel de santé est interrompu toutes les 1 minute 30 à l'hôpital. Et donc, ne pas se concentrer et notamment être dans le silence. Alors, on en vient à votre entreprise, Synapse Médecine, une plateforme d'aide à la prescription. Votre actu, c'est que vous venez d'annoncer une seconde levée de fonds d'un montant de 7 millions d'euros mené par la MAS CSF avec BNP Paribas Développement et notamment BPI France. Vous êtes donc une plateforme d'aide à la prescription. Qu'est-ce que c'est la médication intelligence? C'est quand même assez nouveau comme terme et c'est un nouveau métier. Tout à fait. En fait, c'est un métier vieux comme le monde, mais c'est à la fois un nouveau métier. Notre mission, nous, chez Synapse, c'est vraiment de permettre à tous d'accéder à une information médicale qui soit fiable et actualisée. Ça veut dire quoi, très concrètement? Ça veut dire que justement, on essaye d'aider les médecins à mieux prescrire, les pharmaciens à mieux délivrer et les patients à mieux prendre les médicaments. Pourquoi on fait ça et pourquoi ce nouveau métier il est tellement important? C'est parce que rien qu'en France, chaque année, le mauvais usage des médicaments, c'est responsable de 30 000 décès et 150 000 hospitalisations. C'est à peu près le nombre de morts du Covid quand même. Exactement, et le nombre d'hospitalisations du Covid. Donc c'est vraiment catastrophique en termes de bilan et c'est tous les ans. Et pas seulement en France, c'est partout dans le monde. Mais alors ça veut dire que vous êtes en train de dire qu'il y a une incompétence des médecins? Non, c'est pas du tout une incompétence de la part des médecins. Les médecins font ce qu'ils peuvent et ils sont d'ailleurs extrêmement bons en France. Et il faut se rendre compte qu'en fait, il y a plusieurs facteurs qui sont à l'œuvre. La première chose, c'est qu'il y a un peu moins de 40 000 médicaments. Donc tous les connaître par cœur, c'est impossible. Ça change en permanence. Il y a des nouveaux médicaments et même les anciens médicaments, les données changent en permanence. Les patients sont de plus en plus âgés. Les patients ont de plus en plus de maladies chroniques. Ils ont 10, 15, 20 médicaments et vous avez 1 minute pour décider. C'est juste impossible. Et donc, c'est simplement que les outils, en fait, n'ont pas suivi. Et donc, c'est un peu comme si on demandait aux médecins de continuer à nous ausculter en collant leur oreille contre notre torse. Il faut des nouveaux outils. Combien est-ce que vous avez d'utilisateurs et comment est-ce que vous vous rémunérez aujourd'hui? Alors, on a lancé Synapse commercialement il y a un tout petit peu plus d'1 an au moment de notre première levée de fonds. On a fait une très belle année, on en est très heureux, puisqu'on a aujourd'hui plusieurs milliers de professionnels de santé qui nous utilisent, également plusieurs dizaines de milliers de patients. Comment on se rémunère? Avec un modèle en fait SaaS, donc sous abonnement, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'entreprises et de grosses structures s'abonnent à Synapse et pour utiliser Synapse, ils nous versent un revenu tous les mois en fonction du volume. Et notamment sur les plateformes de télémédecine, aujourd'hui, on est leader sur ce secteur. Mais alors justement, vous épousez complètement l'accélération de la télémédecine, en France et dans le monde. Tout à fait. On peut dire que là-dessus, je ne sais pas si on était audacieux ou chanceux, mais c'était un marché qu'on n'avait pas anticipé. C'est vraiment les plateformes de télémédecine qui sont venues nous chercher pendant l'année 2019. Et donc aujourd'hui, en France, on est leader là-dessus. Donc ça veut dire que les prescriptions qui sont faites sur la plupart des plateformes de télémédecine françaises sont sécurisées en temps réel avec Synapse. C'est déjà le cas avant la crise du Covid. Et bien sûr, ça a donné un coup de pouce énorme. Même si en tant que médecin, moi, je le déplore. Mais Alors justement, cette crise du Covid, on en vient... Comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que ça a été un accroissement de votre chiffre d'affaires considérable? Et vous avez, je crois, lancé une plateforme pendant le confinement. Tout à fait. Alors, quand on a vu cette crise sanitaire arriver, alors moi je suis médecin épidémiologiste. Je ne pensais pas que ça serait autant à la mode un jour. Mes amis ne savaient pas ce que c'était avant. Nous, on n'a pas choisi le modèle de dire on va mettre notre plateforme gratuite, faire un modèle freemium, on en parlait tout à l'heure. On n'a pas choisi ce chemin-là. En fait, quand on a vu le tweet d'Olivier Véran, notre ministre de la Santé, arriver un samedi matin parlant de certaines classes de médicaments qu'il ne fallait pas prendre parce que c'était susceptible d'aggraver les symptômes de Covid-19, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire pour informer le grand public. Et on a fait en moins de 72 heures une plateforme Covid-19-médicaments qui permettait très facilement d'avoir une information sur quels médicaments pouvaient aggraver les symptômes. Et ça a aidé 800 000 patients en France. Donc justement, un mot sur la chloroquine. Alors, quelle était votre position et qu'est-ce qu'on voyait sur votre site? Alors moi, je ne vais pas faire comme toutes les personnes qui sont passées sur les plateaux télé et qui donnaient leur avis. Non, mais grâce à Synapse Médecine, vous pouvez voir.
C'était très simple. Synapse Médecine, son avis est l'avis de la science et l'avis des recommandations officielles. Donc, Synapse Médecine, Donc ça aurait réglé le problème si tout le monde vous avait écouté. quelque part, oui. C'est-à-dire qu'on voit bien que le besoin d'avoir une information qui soit fiable, actualisée et qui fasse, entre guillemets, foi, parce qu'on saura tous qu'à cet endroit-là, l'information, elle est fiable, c'est un besoin qui est mondial et pas qu'en France, parce que le débat sur l'hydroxychloroquine, il n'était pas que français. Vous rêvez d'international, de Japon, des États-Unis. Pourquoi le marché français vous semble-t-il trop étroit ? Qu'est-ce qu'il y a à l'étranger qui vous intéresse tant ? Alors, on adore la France, on ne se sent pas particulièrement à l'étroit. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire encore en France. Il y a énormément de choses à faire en France et on ne s'enfuit pas de la France, bien au contraire, on continue le développement ici. Simplement, aujourd'hui, on l'a dit, c'est un nouveau métier, il y a des perspectives énormes, il y a des concurrents un peu partout sur la planète qui sont en train de se développer. On le sait, beaucoup de startups françaises sont restées trop longtemps sur le territoire et au moment après de passer à l'international, arrivent et voient qu'il y a un acteur américain qui fait déjà 100 fois leur taille et c'est trop tard. Donc on essaie que ça ne nous arrive pas, raison pour laquelle on a déjà des locaux à San Francisco et une équipe aux États-Unis et qu'on commence également à se développer au Japon. Mais vous développez à l'étranger, ça veut dire parler des produits et des médicaments au Japon, aux États-Unis, qui ne sont pas les mêmes, et ça veut dire adapter votre site à la langue également. Donc c'est un travail colossal. Exactement. Je suis assez content que vous vous rendiez compte parce que c'est un travail colossal. C'est justement là où notre technologie a une énorme plus-value par rapport à comment on faisait le métier auparavant, puisque très concrètement, chez des acteurs un petit peu classiques, on fait ça à la main avec des humains qui lisent tout. Nous, c'est des algorithmes, et donc c'est comme ça qu'on arrive très facilement à tout généraliser, mais c'est quand même un travail colossal, oui. Peut-être un mot quand même de ce qui se passe aux États-Unis, de cette seconde vague. Vous parlez de San Francisco. La télémédecine, elle se développe beaucoup, notamment en raison de l'expansion du Covid sur place. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Est-ce que c'est une opportunité pour vous ? Est-ce que c'est l'occasion d'aller vraiment grignoter des parts de marché sur place ? Alors, pour moi, l'expansion de la télémédecine liée au Covid, c'est simplement un accélérateur, mais l'histoire, elle était écrite d'avance. C'est-à-dire que quand, en tant que patient ou même en tant que professionnel de santé, on a goûté à la télémédecine, on ne revient pas en arrière. Ça ne va pas remplacer les soins. Mais ça accélère quand même le processus. Ça accélère, je pense qu'on gagne 5 ans vraiment en termes d'accélération et en termes d'adoption des usages. Et donc vraiment pour nous, oui, c'est un accélérateur, on ne va pas le nier. Même si encore une fois, en tant que médecin, forcément je déplore cette crise. Mais en tant que chef d'entreprise, ça nous offre des opportunités exceptionnelles. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes Clément Gurs, le CEO de Synapse Médecine, Louise Emerlet, productrice du podcast Travail en cours de la plateforme Louis Média. Merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vais tout de suite laisser la main à Stéphane Soumier et j'en profite pour vous souhaiter une très très belle journée. Oh, un peu de politique quand même, Capucine. Bah oui, et dans cette période quand même. Alors, mais économie, hein, je vous rassure. Les réflexions, alors pour le coup, d'un ancien grand industriel, Philippe Crouzet, ancien président du directoire de Vallourec. Vallourec était dans l'industrie pétrolière, mais Philippe Crouzet, il est aussi membre d'un think tank, d'un groupe de réflexion qui s'appelle les GRAC, chef d'entreprise, grand chef d'entreprise, avec, allez, on va dire, une fibre sociale. Certains d'entre eux ont été, parce que c'est ça aussi, hein, l'économie en France et la direction des grandes entreprises en France, ont été membres de cabinets de ministres des gouvernements Jospin, par exemple, autour de Dominique Strauss-Kahn aussi. Donc sa réflexion, elle est quand même intéressante. Accélérer la reprise, oui, dit-il, mais avec discernement, notamment sur l'emploi des jeunes. Vous allez voir ça. Casquette des GRAC maintenant. Comment est-ce qu'on accélère la reprise de l'activité économique ? On a l'impression... Oui. Les Allemands sont en train d'injecter, mais en direct, dans le capital de leur fameux Mittelstand, là, de quoi redémarrer très très vite. Nous, on attend, on change de gouvernement, on attend. Alors, je crois qu'il y a deux choses. Il y a la relance par l'offre et il y a la relance par la demande. Ce sont deux temps un peu différents. Les Allemands ont fait les deux. Baisse de la TVA absolument, et injection. Les Allemands ont fait une stratégie ou une tactique, du bazooka, c'est comme ça qu'ils l'appellent aussi. C'est-à-dire que dès le premier jour, ils ont mis énormément d'argent sur la table. Aussi bien d'ailleurs du côté de l'offre, c'est-à-dire des subventions, des aides aux entreprises, etc., que du côté de la demande un peu plus récemment. La vérité, c'est que ils ne dépensent pas tout. Ils sont très très loin de consommer les sommes qu'ils ont mises sur la table. Mais c'est vrai que ça a eu un effet psychologique positif. Et le choc de confiance, ils ont recherché un choc de confiance. Il ne faut jamais oublier qu'un choc de confiance, quand on le réussit, c'est un effet
autoréalisateur. C'est un effet positif sur les anticipations. Bon, il faut bien dire qu'en France, ça a été un petit peu plus poussif. Maintenant, tous les chiffres qui remontent là indiquent que la consommation repart assez fortement, avec des contrastes bien sûr, mais quand même globalement assez fortement. Donc on est tombé plus fortement qu'à peu près tous les autres pays, sauf l'Espagne et l'Italie, mais on est en train de remonter plus vite. Et ça, cet élément-là, il est clé pour calibrer le complément à faire qui s'appelle la relance. Jusqu'à présent, on est dans une phase de reprise, il y a eu l'urgence, deuxième étape, la reprise, comme on avait plaidé avec les GRAC, et à un moment où il y avait un petit doute, nous on a dit il faut absolument soutenir certains secteurs qui ne peuvent pas attendre l'automne pour être soutenu. Et puis, il y a à l'automne autre chose. Alors, cette autre chose... Ça peut attendre l'automne, l'autre chose. Oui, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas de même nature. Par exemple, du côté de la demande, vous devez construire des plans sélectifs. Il ne s'agit pas de faire une relance de la demande tous azimuts, en distribuant du pouvoir d'achat. J'espère que ce n'est pas ça que le gouvernement prépare, parce que ça, l'expérience montre que ça coûte extrêmement cher et que ça ne sert pas à grand-chose. Il faut faire des relances sélectives, secteur par secteur, en reconstruisant la confiance pour que les acteurs eux-mêmes agissent. Un chiffre qu'il faut avoir en tête, l'épargne forcée. L'épargne forcée, c'est-à-dire ce qui n'a pas été consommé. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a des évaluations variables, mais en gros, c'est 100 milliards d'euros. Donc ces 100 milliards d'euros-là, juste les dégeler, ça ne coûte rien au budget de l'État. Si on les dégèle, ça revient sur la consommation et ça génère des anticipations positives et des investissements par les entreprises, etc. Alors, il faut donc trouver les techniques et repérer les secteurs où cet effet de dégèlement, si je puis dire, peut être le plus efficace. Il y a des secteurs qui n'attendaient pas. L'automobile n'attendait pas. Pourquoi l'automobile ne pouvait pas attendre pour dégeler, si je puis dire, la demande, parce que les tuyaux étaient complètement pleins. C'est-à-dire la chaîne de distribution était remplie, donc vous ne pouvez pas redémarrer les usines si la chaîne de distribution est pleine. Donc la priorité, c'est de vider les réseaux de distribution. Ce qui est en train de se passer avec les primes que le gouvernement a mis. Mais ça, c'est l'automobile. Ce n'était pas pertinent dans tous les secteurs de faire ça. En fait, il faut faire du fin. Il ne faut pas faire du global pour ce qui est de la relance de la demande. Pour pas faire du carpet bombing. Non. Et c'est d'ailleurs pas ce que font les Allemands. Par exemple, la semaine dernière, je m'intéresse au secteur de la culture. J'ai regardé le plan fédéral de relance du secteur culturel. C'est 1 milliard d'euros au niveau fédéral. Il y a plus au niveau des États qui sont compétents. Les Länder sont compétents en matière de culture. Mais c'est extrêmement précis, c'est extrêmement fin. C'est la prise en charge des loyers, la prise en charge de certaines charges très particulières qui sont spécifiques au théâtre et aux lieux qui accueillent du spectacle vivant. Il faut faire du fin, c'est de la dentelle. Ce qui m'amène en fait, malheureusement, j'ai l'impression quand même qu'on en est à mégoter. C'est-à-dire, on va avoir 250 milliards, 300 milliards de dettes supplémentaires, 121% du PIB. Et je lis qu'on discute, notamment sur l'emploi des jeunes, entre soit on fait une prime, soit on fait une exonération de charges. Ah oui, mais une exonération de charges, ça va nous coûter quelques milliards supplémentaires. Mais au diable, les milliards supplémentaires, non. Est-ce que c'est encore l'heure de mégoter? Alors, vous avez 2 minutes pour... Alors, c'est un bon exemple, cette histoire-là, oui. Laurence. Moi, je suis pas convaincu que c'est comme ça qu'il faut faire pour lancer l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, le problème des entreprises, c'est qu'elles n'embauchent pas. Elles ne vont pas recruter à la rentrée. Je ne crois pas que c'est en leur disant ça va coûter moins cher d'embaucher un jeune que ça va changer leur programme d'embauche. Il faut d'abord changer leurs anticipations, qu'elles aient la perspective que la demande va croître. Et là, elles se remettront à embaucher. Et il y a plein d'effets pervers à essayer comme ça de forcer à boire un âne qui n'a pas soif. Créer des effets d'aubaine. Oui, mais les effets d'aubaine, ça coûte cher et en général, ça ne marche pas longtemps. Si vous dites à partir de maintenant, embaucher un jeune, ça vous coûte beaucoup moins cher qu'embaucher un vieux, vous voyez les effets d'éviction qu'il va y avoir. Ce n'est pas qu'un effet d'aubaine, il va y avoir des effets d'éviction. Et après, comment vous sortez d'un système comme ça? Une fois que vous avez habitué, mis dans le crâne de tout le monde, aussi bien d'ailleurs les jeunes que les entreprises, qu'embaucher un jeune, ça ne vaut pas cher, que finalement, il n'y a pas besoin de payer ses retraites. On ne va pas payer retraite. On dit à des jeunes, tu rentres dans le monde du travail, mais tu ne vas pas payer pour ta retraite jusqu'à 30 ans. C'est un bon message, ça? Non, ce n'est pas un bon message. Ce qu'il faut, c'est partir des besoins des entreprises. L'apprentissage est le contre-exemple extrêmement favorable. L'apprentissage, il est défini en fonction de qualifications extrêmement précises. Donc là, oui, les entreprises, elles vont y aller parce qu'elles savent exactement, et c'est une aide qui est liée à une période très précise, qui est la période de l'apprentissage. Ça, l'apprentissage, ça va marcher. Et les autres systèmes d'aide, oui, vous pouvez arroser à la fin des fins, mais franchement, c'est pas bon. Le jeune qui rentre dans une boîte et qui se dit on m'a embauché uniquement parce qu'il y a une prime attachée à mon embauche, vous croyez qu'il a le moral? Vous croyez qu'il est motivé? Oui, il a du boulot quand même. Oui, mais qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit le jour où la prime tombe, on me sort.